Bonsoir à toutes et à tous. Je suis honoré et je suis là grâce à Bertrand Badi, mais aussi grâce à Salam et grâce au CAREP. Donc, premièrement, je remercie le CAREP de m'avoir invité pour échanger avec Bertrand Badi. Vous connaissez tous et toutes Bertrand Badi. Comme c'est bien dit dans ce livre, c'est le plus philosophe des professeurs de droit de relations internationales. Il a enseigné pendant très longtemps à Sciences Po. Il a publié des dizaines d'ouvrages sur les relations internationales, sur la sociologie de ces relations, sur les institutions. Récemment, son livre sur son identité construite, complexe, extrêmement riche, française et persane, comme il l'a dit, et non pas iranienne. Ça, c'est aussi un sujet peut-être. Donc, Bertrand Badi, vous le connaissez et je suis ravi de pouvoir échanger avec lui autour de ce livre, un livre qui est paru récemment, L'art de la paix. Donc, dans un contexte où notre monde connaît des conflits qui soit prennent des formes génocidaires comme à Gaza aujourd'hui, des conflits de destruction massive, d'urbicides comme c'est le cas au sud Liban aujourd'hui, des possibles conflits où déjà en fait il y a une conflictualité, même si elle n'est pas directement territoriale, entre l'Iran et Israël. Les guerres qu'on a connues au Moyen-Orient, en Syrie, en Libye, au Soudan, des guerres parfois invisibilisées, au Yémen. Donc, à un moment où, en plus, il y a en Europe le retour du langage de la guerre avec l'invasion russe de l'Ukraine et la guerre qui se déroule toujours, ce livre est publié donc avec un titre qui est L'art de la paix, qui répond à un titre historique, celui de l'art de la guerre, paru il y a des milliers d'années déjà, de Sun Tzu. Euh, je pense que à la fois Bertrand Badi a l'art lui-même de pouvoir rendre accessibles des sujets complexes. Et l'exercice dans ce livre est assez clair. On peut lire, comprendre, apprendre, peut-être se poser des questions, et en même temps, vraiment dans un langage et dans un style et dans un esprit qui rend accessible à tout le monde des idées très importantes que je vais rapidement peut-être évoquer avant de lui poser des questions. Alors, ce livre rentre dans des définitions, que ce soit par rapport à la guerre, par rapport à la paix, avec un background historique assez riche, assez dense, de la Grèce antique, de l'Empire romain, les fondations de ce qu'il considère une philosophie qui va en Occident s'imposer par rapport à la guerre à la paix, la guerre précédant la paix, est-ce l'État qui est le plus dominant, la paix comment elle arrive, il y a aussi des allers-retours entre les cultures, non seulement en Occident, vers la culture arabo-musulmane, la question de la paix dans le champ sémantique également, ce qu'elle signifie. Le livre nous amène aussi sur la question où l'idée de la paix les équilibres, ou est-ce vraiment une condition pour qu'une paix puisse exister, qu'il y ait des équilibres ou pas, la question des accords qui peuvent mettre peut-être une fin ponctuelle au conflit, mais est-ce ces accords-là la fin des guerres et donc est-ce le résultant la paix d'une manière directe. Il critique une certaine naïveté de l'économisme qui considère que parfois les coûts élevés de la guerre peuvent être des obstacles. Donc toute la question économique de la guerre et la problématique de la paix par rapport à cela. Il définit des besoins sociaux, il parle de la souffrance sociale, donc l'impossibilité de chaque État. On rentre dans l'idée de l'État-nation. Est-ce qu'il est capable lui-même de gérer la paix aujourd'hui? Est-ce qu'on peut parler d'une paix juste gérée par le cadre étatique où il faut une coopération internationale au moment de la mondialisation, à la fois de l'économie, parfois de certaines valeurs de consommation, mais aussi des guerres, des acteurs étrangers qui interviennent. Comment repenser la paix au milieu de tout cela? Une paix qui cherche l'inclusion
face à l'humiliation que connaissent aujourd'hui des sociétés, des individus, des pays, des cultures parfois, l'altérité face à l'hégémonie, qui a pendant très longtemps, cette hégémonie-là, essayé de véhiculer aussi l'idée que en s'imposant, en imposant une hégémonie, peut-être une stabilité peut mener à une paix. Donc comment questionner cela quand on voit ce qui se passe dans le monde, la compétition de faiblesse, il l'évoque par rapport à la compétition des puissants, de la puissance. Il parle des crises très importantes de l'écologie et comment à la fois prendre en compte la question écologique quand on parle de développement humain durable, donc toute la littérature du PNUD, du Programme des Nations Unies pour le développement, qui parle de la durabilité de ce développement et de sa relation avec la paix. Donc énormément de voyages à travers à la fois les époques historiques, le temps, mais aussi les thématiques, les défis du monde contemporain, parlant de ce qui se passe aujourd'hui et ce qui est très frappant je pense, le chapitre 7 ou 6, quand on parle de ce que vous considérez comme les défis par ordre de priorité définis dans 14 pays, si je ne me trompe pas, le changement climatique étant premier, suivi par les maladies infectieuses, puis le terrorisme, les cyberattaques, la prolifération des armes, et ce n'est qu'enfin qu'arrive la question des migrations. Euh, une question aujourd'hui instrumentalisée, manipulée pour créer des peurs, des craintes, du racisme, du refus de l'autre, des questions auxquelles il répond et parle donc de paix mondiale qui prévient les conflits plutôt que de les guérir, d'une diplomatie et d'une organisation des séparations quand cela est nécessaire, et de la question de la migration, de l'hospitalité euh, face aux discours de haine, aux murs qui sont érigés dans le monde d'aujourd'hui. Donc, beaucoup de questions sont évoquées, comme vous l'avez compris, pour ceux et celles qui ont lu le livre. euh, j'ai juste donné quelques idées, euh, peut-être quelques thématiques qui sont abordées. Ma première question à Bertrand Badi, c'est j'ai lu parmi les critiques une seule reproche, en fait, qui considère que dans un monde où les conflits aujourd'hui se poursuivent, où on est tout le temps dans la crainte d'une nouvelle conflictualité, est-ce le moment de penser la paix? Quelle paix? Comment pouvoir le faire? Quel rapport de force nous permet d'avoir un espoir? Vous parlez à la fin, je pense, et vous utilisez le terme espoir. Avec tout ce qui se passe, pourquoi l'art de la paix? Merci Ziad, merci Salam, merci Isabelle d'avoir organisé et animé cette rencontre. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir bien voulu venir malgré le brouillard et la déprime ambiante. Je suis ravi de cet échange. Moi, c'est pour moi le Carep est très présent en moi-même depuis toujours et c'est un événement à chaque fois pour moi de venir discuter ici. Donc je suis ce soir du moins et pour quelques heures très heureux. Alors évidemment, c'est le moment ou jamais de parler de la paix. Et je voudrais à cette réponse, à cette question très large, donner deux éléments de réponse. Le premier élément, quand les éditions Flammarion m'ont proposé d'écrire un art de la paix, parce que euh, Sophie de Closet m'a dit, bah écoutez, notre best-seller depuis un temps immémorial, c'est l'art de la guerre. On aimerait bien écrire l'art de la paix. Alors, quand elle m'a dit ça, j'ai sorti mon tube de l'Exomil et j'ai immédiatement pris congé. Puis après, je me suis dit, mais il y a une vraie question derrière tout cela. Et la vraie question est en fait deux vraies questions. La première vraie question, c'est comment expliquer que dans toutes les bibliographies, on nous montre qu'il y a chaque année des centaines de livres qui sortent sur la guerre. C'est absolument incroyable, hein, le retour de la guerre qui vous attend, sommes-nous prêts à la guerre, les nouvelles guerres, enfin bon, tout un tas de machins qui sortent sur le sujet. Et quand je dis machin, c'est pas seulement un dérapage linguistique.
Et il n'y a pratiquement jamais de livre sur la paix. Vous avez remarqué, il n'y a pas de livre sur la paix. Et pas seulement en français. En langue anglaise, c'est la même chose. Les war studies sont beaucoup plus développés que les peace studies. Encore, peace studies, ça a un sens dans le système académique anglo-saxon. En France, ça n'a même aucun sens. Et j'ai très vite, non pas compris, parce que d'autres l'avaient compris pour moi bien avant, que le vrai problème, c'est que en des siècles et des siècles qui ont succédé à la naissance des États-nations en Europe, on n'a jamais cherché à définir la paix. Oh, il y a un, deux, trois grands philosophes, tels Kant par exemple, qui s'y sont essayés, mais ça restait dans les hautes sphères de la pensée. Je veux dire, dans la culture commune, la paix, c'est la non-guerre. Et je me souviens quand j'étais étudiant, on lisait les travaux de Raymond Aron qui n'hésitait pas à dire la paix, c'est une entre-deux-guerres. C'est le résultat mécanique, nous dit-il, je le cite dans le texte, de la rivalité multiséculaire entre États. Et derrière ça, il y a quelque chose d'encore plus effroyable. Vous allez voir, je vais vous faire trembler d'ici quelques secondes. Il y a l'idée que, mais la guerre, c'est très utile. On a bien fait de l'inventer. Parce que la guerre, depuis le grand philosophe anglais Thomas Hobbes, la guerre, c'est la seule façon dont disposent les États pour résoudre leurs contentieux. Si deux États sont souverains, si Ziad et moi, on est pleinement souverains, on n'obéit à aucune loi commune. Donc, si on a un contentieux, on se tape dessus. Donc, la guerre, elle est fonctionnelle, elle résout des problèmes, elle nourrit l'État, et l'État, reconnaissant à son tour, nourrit la guerre. Alors, la paix là-dedans, c'est du creux. C'est à la rigueur la trêve. Vous savez, cette trêve, ce cessez-le-feu dont on nous parle beaucoup, à propos du Proche-Orient sans nous parler de la paix. C'est justement déjà une belle illustration. Mais derrière tout ça, il y a quelque chose de fascinant. Avez-vous remarqué que ce système qui a fonctionné pendant des siècles et des siècles, hein, entre le XVIIe et 1947, ne fonctionne plus aujourd'hui? Aujourd'hui, la guerre ne sert plus à rien. La guerre est de plus en plus destructrice, la guerre est de plus en plus coûteuse, mais la guerre ne rapporte plus à personne. Il n'y a pratiquement plus de vainqueurs dans les guerres depuis 1945. Et quand il y a des vainqueurs, c'est généralement le plus faible, c'est-à-dire celui qui n'a pas la puissance. Je pense aux guerres de décolonisation. Et donc, toute cette belle logique, cette belle mécanique s'est détraquée. Et donc, il est temps de penser la paix de manière positive en se disant, mais peut-être qu'une économie de paix est plus rentable, vous savez, c'est comme ça qu'il faut parler à nos dirigeants, et plus payante qu'une politique de guerre qui ne rapporte strictement rien. Regardez toutes les destructions que cause l'Israël de M. Netanyahou dans le Proche-Orient et même dans le grand Proche-Orient, mais il n'y a aucune victoire au bout du chemin pour lui. Il ne gagnera pas, de toute façon, il ne peut pas. Donc, quel intérêt? Je me rappelle pendant la guerre d'Algérie, vous savez, il y a beaucoup de similitudes entre la guerre d'Algérie et le conflit israélo-palestinien. Pendant la guerre d'Algérie, je me rappelle que les gens autour de moi disaient, mais notre armée va rétablir l'ordre. Alors on employait des termes aberrants, pacification, éradication, déjà on le disait, hein. Et puis bon, vous avez vu comment ça s'est terminé. Donc il y a déjà une grande question qui est la grande énigme de notre période, à savoir donner un statut à la paix là où la paix risque d'être plus profitable, plus gagnante que la guerre. Et regardez cet horrible personnage qu'est M. Trump, qui vraiment a tous les vices de la terre, hein, ce super pornographe de la politique. Hein, eh bien, en businessman qu'il est, il n'aime pas beaucoup la guerre. Parce qu'il se dit, tiens, bah, dans le fond, ça ne me rapporte pas grand-chose. Hein. C'est intéressant à méditer. Bon. Et la deuxième grande raison, c'est que je me suis dit, mais attention, la paix, c'est pas seulement un rapport à la guerre, c'est beaucoup plus exigeant que cela. Nous sommes entrés avec la mondialisation dans un temps où la paix, ce n'est pas seulement arrêter la guerre, c'est contenir les menaces planétaires. Qu'est-ce qui nous menace, nous humains? Nous humains ici, dans le 13e arrondissement, mais au Botswana, au Guatemala, au Népal, aux îles Tuvalu,
qu'est-ce qui nous menace le plus? Le terrorisme, 10 000 à 40 000 morts par an. La faim dans le monde, 10 millions de morts par an. Le changement climatique, l'OMS nous dit entre 8 et 9 millions de morts par an, si on peut comptabiliser. L'insécurité sanitaire, avec le Covid, ça a explosé. Et attention, ces menaces planétaires, elles tuent deux fois. Elles tuent directement, c'est les chiffres que je viens de vous donner, et elles tuent indirectement en étant à la source des formes nouvelles de conflictualité. Il ne faut pas oublier qu'au Sahel, la désertification, c'est 10 centimètres par heure. Par heure. Il ne faut pas oublier le poids de la famine au Sahel dans, je dirais, le nerf de la guerre qui s'y développe, et ainsi de suite. Et donc, je me suis dit, mais il y a un double défi. Comprendre qu'aujourd'hui, la paix serait beaucoup plus utile que la guerre, et je le dis en termes cyniques, hein, et que, d'autre part, la paix est une réflexion globale sur l'humanité. Et voilà ce que je propose dans l'art de la paix, c'est-à-dire construire une paix humaine. Une paix humaine. Réconcilier le mot paix et le mot humanité et considérer que c'est dans l'accomplissement de l'humanité que se trouve la paix, comme c'est dans l'accomplissement de la paix que se trouve l'humanité. Je voudrais juste finir en vous citant deux auteurs qui vont vous surprendre. Le premier, c'est un grand théologien algérien qui s'appelle Saint Augustin. Nous sommes au 5e siècle. Au 5e siècle, Saint Augustin, qui n'était pas un islamo-gauchiste. D'abord, au 5e siècle, on ne pouvait pas être islamo. Hein, bon. C'était même pas un wokiste. Mais qu'est-ce qu'il disait, Saint Augustin? Moi, quand j'ai découvert cette phrase, je suis tombé de ma chaise et je me suis fait mal. Il nous dit, la vraie paix, c'est que chacun puisse s'alimenter comme il veut, consommer de l'eau pure, et donc pouvoir s'accomplir dans son état d'humanité. Vous vous rendez compte, écolo au 5e siècle, un théologien algérien, c'est quand même extraordinaire. Et l'autre personnage, il est, alors lui, pas connu du tout, c'est un médecin, ecclésiastique, politique, conseiller du prince, il a fait à peu près tout dans sa vie. Il s'appelle Marcille de Padoue. Qui connaît Marcille de Padoue? Bah oui, Marcille de Padoue. Nous sommes au XIVe siècle. C'était un gibelin, c'est-à-dire partisan de l'empereur contre le pape. Et il cherchait un bon slogan, hein, euh, du style Notre maison brûle et on regarde ailleurs. Et lui, son conseiller en com, lui avait dit non, non, moi j'ai quelque chose de très bien à te vendre. Euh, Dit que la paix, alors il s'exprimait en latin, c'est la sufficientia vitae, c'est-à-dire satisfaire les besoins de la vie. Et je trouve cette idée très forte. Moi, je la trouve extrêmement productive et elle fait le lien avec quelqu'un vraiment que dans mon parcours d'écriture de ce livre, j'ai redécouvert avec plaisir. Salam, vous devriez l'inviter parce que c'est un personnage formidable, c'est Aristote. Alors, il se déplace avec difficulté hein, maintenant parce que vu son grand âge, mais Aristote nous dit euh, la paix est indispensable au bonheur individuel. Et on a oublié cette idée de bonheur individuel. Pourquoi? Parce qu'il y a un type qui est arrivé au XVIIe siècle, qui s'appelle Hobbes, et qui a dit, mais non, la politique, c'est pas produire de la coexistence, c'est produire de la sécurité. C'est-à-dire, c'était en gros du retaillot avant l'heure. Bon. Et à partir de là, il a tout cassé. C'est-à-dire que la belle idée d'Aristote d'accomplissement de ce bonheur individuel disparaissait devant l'impératif de sécurité. Mesdames et messieurs, il n'y a rien de plus belligène que l'idée de sécurité. C'est au nom de la sécurité que M. Netanyahou est en train de tout casser et de tuer tout le monde au Proche-Orient. Hein. C'est au nom d'une sécurité imaginaire que M. Poutine a voulu envahir l'Ukraine. Ce concept est désastreux. Eh bien, la paix, ça sera le post-sécuritaire. Merci pour ce début qui alimente déjà plein de débats. Je suis sûr qu'il y aura des questions. Mais avant,
Vous parlez dans le livre de la question des équilibres qui ont été conçus pendant longtemps comme des possibilités de faire face à la guerre, étant donné que certains puissants peuvent être rassurés. On peut penser, quand on lit ça, évidemment, au droit de veto, au Conseil de sécurité, à un monde qui devient peut-être de plus en plus obsolète. Par la nature des choses, par un changement au niveau des acteurs. Vous avez parlé des acteurs faibles qui finalement émergent, qui s'imposent, des guerres qui ont changé. La guerre en Irak américaine a produit des effets catastrophiques. Mais par rapport à la paix, et même si on est convaincu de tout ce que vous avez développé, vous avez écrit, quels sont les mécanismes, quels sont les rapports de force qui peuvent mener à une autre culture, notamment avec l'idée des États-nations qui peut-être doit être un peu dépassée, que la question des échanges entre les États, de étaticité, si on peut utiliser un terme pareil. Quel moteur, quelle force et quelle possibilité vous voyez dans un monde où on va de plus en plus vers la trompisation du monde, vers un Netanyahu, vers un Orban, le scénario brésilien, je ne sais pas comment il va être, les Modi, les autres, l'idée, les identités et les frontières, contrairement à ce que vous dites par rapport à l'altérité et à l'hospitalité, comment dans tout ce monde-là on peut penser à des mécanismes? Alors, vaste question. D'abord, vous avez très bien fait, je vous en remercie, de repartir de l'idée d'équilibre de puissance. Parce que ça a été vraiment le catéchisme des relations internationales, de la paix de Westphalie jusqu'à la chute du mur, en tous les cas, sans conteste. Euh, et tout ça vient à nouveau de cette philosophie hobbesienne à laquelle je faisais allusion tout à l'heure. Si deux souverains se font face, qu'ils ont un problème, eh ben, ils vont le régler par la guerre, sauf si l'un et l'autre perçoivent en même temps que, étant de puissance égale, ils n'ont aucun intérêt à se taper dessus. C'était le petit génie de la philosophie anglaise de l'époque qui reposait sur le fameux balance of power. Si Ziad Si je perçois que Ziad a la même puissance que moi et qu'il perçoit que j'ai la même puissance que lui, c'est irrationnel de se faire guerre de se faire la guerre parce qu'à ce moment-là, le risque de perte est plus élevé que la chance de gain. Bon. Et ça a été la seule base de la paix, je vous dis, jusque la chute du mur, et d'un certain point de vue, même ça continue à fonctionner encore aujourd'hui, assez largement. Et il y a au XVIIIe siècle un homme absolument fabuleux, que complètement oublié, parce que c'est pas drôle, c'était un partisan de la paix, pas un partisan de la guerre, qui s'appelle l'abbé de Saint-Pierre. Il n'a pas été plus abbé que moi d'ailleurs, mais c'était là aussi un grand diplomate. Hein. Il avait négocié les traités d'Utrecht et de Rastatt mettant fin à la guerre d'Espagne. Il a dit, vous êtes fous de faire reposer l'idée de paix sur l'idée d'équilibre de puissance. Parce que quand vous dites équilibre, par définition, vous dites quelque chose de fragile, c'est-à-dire une mouche qui passe par là et tout s'effondre. Donc, comme garantie de la paix, l'équilibre de puissance, c'est quelque chose d'extraordinairement faible. Et bien qu'il ait dit ça, alors on l'a viré de l'Académie française parce qu'il a dit ça. Hein, c'est assez marrant. Comme moi, on m'a viré d'LCI, par exemple, depuis que j'ai dit que le conflit israélo-palestinien ne date pas du 7 octobre. Bon, interdit d'antenne et pan, et puis interdit aussi à peu près dans les trois quarts des autres moyens de diffusion. Bref, donc il n'a pas été écouté. Il n'a pas été écouté et du coup, on n'a jamais trouvé de formule réelle de la paix. Voilà le problème. Maintenant, il y a eu un moment, paradoxalement, où cette idée d'équilibre de puissance a repris de la crédibilité, c'est l'équilibre de terreur, qui est le paroxysme de l'équilibre de puissance. On s'est dit, effectivement, si on a échappé à une guerre entre l'Union soviétique et les États-Unis, c'est grâce à l'équilibre de la terreur. Et donc, cette idée a repris de la force. Mais ce qu'on n'a pas vu, c'est les forces souterraines. Les forces souterraines, c'est que la puissance est devenue impuissante.
c'est que le puissant est toujours battu par, enfin presque toujours battu par le plus faible, hein, dans les guerres de décolonisation. Moi, je me rappelle la tête des gens en Dien Bien Phu en 1954. J'avais 4 ans, mais c'est comme si c'était hier. Oh, la mine des gens, ils ne comprenaient pas. Hein. Bon. Et à nouveau, après, pendant la guerre d'Algérie, etc., etc. Et donc, on n'a pas compris quelque chose qui devenait la marque essentielle de notre nouveau monde, c'est que la faiblesse devenait plus capable que la puissance parce que la faiblesse était alimentée par l'énergie sociale. On n'a jamais compris ce que l'énergie sociale faisait de transformation profonde de l'ordre international à partir du moment où elle se banalisait. D'où vient cette énergie sociale? De l'appropriation progressive des relations internationales par les sociétés. Cette appropriation sociale du jeu international qu'on voit aujourd'hui se faire. Regarder de plus en plus la mobilisation des sociétés autour de la cause palestinienne, qui est bien plus importante que la mobilisation des États et des chancelleries. Et vous voyez comment ça peut même conduire certains candidats à être battus à une élection présidentielle qui est tout récente. Bon, tout ceci est extrêmement intéressant, ce rôle des dynamiques sociales et des énergies sociales. Mais par définition, l'équilibre de puissance ne peut pas le traiter, ne peut même pas le comprendre. Poutine était incapable de comprendre comment une armée russe plus forte que l'armée ukrainienne pouvait être mise en difficulté et ne pas atteindre Kiev dans 3 jours. Il ne comprenait pas ce que représentait une mamouchka de 80 balais qui allait mettre des plottes de laine dans le carburateur des tanks russes. Il ne comprenait pas ce que ça voulait dire qu'un citoyen ukrainien lambda qui utilisait son téléphone portable pour renseigner l'état-major ukrainien sur la position des chars russes, et ainsi de suite. De même, Netanyahou est incapable de comprendre comment l'éradication des terroristes non seulement ne permet pas d'éteindre une conflictualité, mais au contraire vient l'aviver. Hein. Si vous prenez, je vous disais, la comparaison entre la guerre d'Algérie et Gaza aujourd'hui, il y a eu, à l'été 55, de terribles massacres à Constantine qui ressemblaient au massacre de Sderot du 7 octobre. Et l'armée française s'est lancée dans une terrible répression qui ressemblait à la répression menée par l'armée israélienne à Gaza. Qui en est sorti vainqueur? Le FLN. Pourquoi? Parce que tous les historiens vous disent qu'il a renforcé ainsi son enracinement social et qu'il a internationaliser son message et créer des solidarités transnationales. Bon, tout ça, c'est des équations qui échappent à l'idée d'équilibre de puissance, et c'est la raison pour laquelle le Conseil de sécurité est incapable aujourd'hui, parce qu'il ne peut pas entrer ces paramètres sociaux, ces paramètres locaux dans son jeu de régulation des conflits. Et donc, pour répondre à ta question, il y a un homme auquel je rends à chaque fois hommage, et on en parlait encore tout à l'heure, c'est Kofi Annan. Kofi Annan, d'abord Boutros-Ghali, il faut quand même, on l'oublie toujours le malheureux, Boutros-Ghali a écrit en 1994 un livre qui s'appelle Agenda pour la paix, et dans lequel il écrit noir sur blanc, attention, les nouveaux conflits ont pour origine essentielle l'injustice sociale mondiale. Il l'a écrit, il l'a gravé. Bon. Et Kofi Annan, lui, a compris cette idée qui a été immédiatement relayée par le PNUD avec son fameux rapport sur la sécurité humaine, où il a dit, mais ce qui est vraiment attentatoire à la paix, c'est l'insécurité alimentaire, sanitaire, climatique, économique, individuelle, culturelle, etc. Et à partir de là, on a découvert une nouvelle grammaire qui est très avancée. C'est-à-dire, il ne faut pas croire que je suis seulement un professeur tournesol dans cette affaire. Je ne fais que retranscrire des choses très très avancées sur la régulation sociale de l'ordre international, qui est en place, qui marche, qui marche. Vous savez qu'il y a 825 millions de mal nourris dans le monde actuel. Il y a 50 ans, il y en avait 825 millions. Or, entre-temps, la population mondiale a doublé. Pourquoi le nombre des mal nourris n'a pas augmenté ou n'a augmenté à cause du Covid que de façon très faible, on est passé à 900 millions à peu près? Eh bien parce que vous avez quantité d'ONG, quantité d'institutions sociales des Nations Unies qui ont fait un travail éblouissant.
hein. Le programme alimentaire mondial, il a eu le prix Nobel de la paix. Pour une fois, on l'a donné à qui il devait l'avoir. Bon, donc on voit cette régulation sociale se mettre en marche. Mais cette régulation sociale, violente. Cette régulation sociale mondiale, elle touche son plafond de verre dès lors qu'on continue à lui opposer l'argument souverainiste. Et ça, c'est le grand problème, hein. Le grand problème de la mondialisation, ce n'est pas qu'elle fasse reculer la souveraineté des États. Le grand problème de la mondialisation, c'est qu'elle est entravée par une souveraineté qui la rend confisquée. C'est-à-dire cette souveraineté est confiscatoire de la solidarité que devrait se mettre en place avec la mondialisation. Et ça, c'est tout le problème aujourd'hui. Et répondre à ta question, c'est aussi remarquer que nous ne sommes pas dans un système international, nous sommes dans deux systèmes internationaux en même temps. Le système international réel, tel que je vous l'ai décrit, et le système international des princes de ce monde, et presque de tous, qui correspond à celui du Congrès de Vienne, c'est-à-dire nos dirigeants sont encore au XIXe siècle, se comportent comme tels, et donc bloquent l'épanouissement de ces formes nouvelles de régulation sociale internationale. Hein, et ça, on le voit dans les conflits les plus chauds, l'art avec laquelle M. Netanyahou bloque tous les ressorts humanitaires qui pourraient fonctionner au Proche-Orient, mais on le voit dans la manière dont sont gérés les COP, qui sont un véritable désastre, la manière dont on ne veut pas répondre aux grands enjeux climatiques, et surtout cette fausse naïveté, parce que je ne pense pas qu'ils soient bêtes à ce point-là, hein, nos dirigeants, cette fausse naïveté qui consiste à penser qu'on peut traiter les problèmes globaux selon une méthode transactionnelle, c'est-à-dire je te donne ci, tu me donnes ça, etc., ce qui est la vieille grammaire classique des relations internationales. Donc toi, Pologne, tu as besoin de charbon, donc je te laisse brûler du charbon avec tout ce que ça provoque effet dysfonctionnel. En échange, ben, tu me laisses développer mes centrales nucléaires ou je ne sais quoi. La méthode transactionnelle, c'est la vieille méthode interétatique et évidemment, elle est attentatoire à la paix. Par rapport au monde aujourd'hui, on a eu l'impression pendant très longtemps que l'Europe, après la Deuxième Guerre mondiale, n'allait plus connaître des conflits internes, qu'il y a eu maintenant une certaine maturité par rapport à la paix, par rapport à la nécessité d'éviter les conflits. Peut-être cette même Europe, et on parle évidemment de l'Europe de l'Ouest dans le temps, préserver ou continuer dans sa logique coloniale, post-coloniale. Donc il y avait quand même la guerre autrement, mais ailleurs. Puis il y a eu le grand choc de la guerre en ex-Yougoslavie, suivi maintenant par cette guerre en Ukraine. Donc la guerre est de retour, bien qu'on avait pensé, et certains culturalistes avaient tenté tout le temps de considérer que le monde de la guerre appartient aux autres, appartient aux Africains, aux Arabes, aux musulmans, qui sont habitués à la violence, qui règlent leurs questions d'une manière violente. Donc entre le racisme et cette volonté tout le temps de considérer que cela arrive ailleurs, voilà que la guerre aujourd'hui, et je ne parle pas de ce qu'on a appelé terrorisme quand il y a des attaques ici, là, non, mais les guerres entre les Européens eux-mêmes, les clivages qui deviennent de plus en plus violents, sont de retour. Est-ce que cela peut pousser la pensée de la paix puisqu'elle concerne maintenant les puissants du monde, est-ce qu'elle peut être, elle peut booster cela, étant donné que les victimes ne sont plus seulement les gens habitués à être des victimes, habitués aux guerres, aux conflits, comme on le répétait souvent, ou bien vous pensez que pas nécessairement, qu'il faut quand même aller plus loin dans cette reconfiguration d'un monde où la question sociale, les sociétés, l'altérité, le climat, vous parlez d'un certain universalisme, mais on a du mal à le voir aujourd'hui, malgré tout ce qui se passe et malgré le retour de la guerre sur le continent européen. Oui, alors Dominique Vidal et moi, on avait fait un ouvrage
il y a 2 ans, sur Le monde ne sera plus jamais comme avant, dans lequel je m'énervais, parce que j'adore m'énerver en fait, ce qui n'est pas très bon pour la santé, mais qui me fait plaisir. Je m'énervais contre le concept de retour. Hein. Connaissez cette chanson, ma maman me la chantait tout le temps, j'attendrai toujours ton retour, etc. On a l'impression que la relation internationale était revenue au temps de Getty qui chantait cette chanson. Euh, il n'y a pas de retour de la guerre, parce que la guerre n'est jamais partie. Hein. Euh, euh, le, la parenthèse réelle, c'est celle que je désignais tout à l'heure, qui était l'équilibre de la terreur. Mais la guerre, vous savez, l'équilibre de la terreur, qu'on a appelé pudiquement la coexistence pacifique, elle a fait 36 millions de morts dans le monde. Hein. Simplement, le propre de l'équilibre de la terreur, c'était le champ de bataille européen était gelé. Il n'avait pas disparu. Hein. On ne peut pas dire que, comme disait le général de Gaulle, les troupes du pacte de Varsovie sont à 2 étapes du Tour de France de Strasbourg. Bon, donc, vous ne pouvez pas dire que le scénario ou l'idée même de guerre avait disparu des têtes. Simplement, effectivement, il y avait un déplacement stratégique qui faisait, et c'est là que les thèses racistes sont complètement aberrantes, l'acteur principal des guerres restait les Européens et les Nord-Américains, à travers les guerres coloniales, à travers la guerre de Corée, à travers ensuite la guerre du Vietnam, etc., etc. Donc tout ça, c'est des faux semblants. Maintenant, ce qui est intéressant, et c'est la seule concession que je ferai à l'idée de retour, c'est que une fois non pas que l'équipe de terreur est abolie, puisque les instruments de l'équipe de la terreur sont toujours là, hein, mais où elle a perdu de sa crédibilité. Ça, c'est un autre élément qui pourrait intéresser les analystes internationaux. Eh bien, on a moins de scrupules à faire la guerre sur le champ européen, même si encore aujourd'hui, l'essentiel des guerres se fait hors d'Europe. L'Europe n'est plus le champ de bataille du monde qu'il était pendant des siècles et des siècles. Alors, pourquoi cette présence d'une conflictualité en Europe? Et c'est une autre façon de dire pourquoi la guerre russo-ukrainienne. La guerre russo-ukrainienne, c'est vraiment à l'origine une guerre à l'ancienne. C'est-à-dire le verbe et le mode de justification, de présentation, le narratif, comme on dit maintenant, du conflit russo-ukrainien côté russe, c'est vraiment ce qu'on entendait au XIXe siècle. C'est vraiment ce que le tsar disait de la guerre de Crimée de 1853 à 1856. Bon, mais ce qui est intéressant, c'est que ça n'a pas marché. Alors maintenant, on nous explique que la Russie est en train de gagner, etc. Tu parles, Charles. Hein, elle gagne rien du tout. Elle a été humiliée, elle a été rejetée à la périphérie, une périphérie qu'elle n'a pas vraiment conquise, parce qu'elle est pour l'essentiel contrôlée par des milices pro-russes qui étaient là bien avant l'offensive russe. Et donc, ce qui est intéressant, c'est moi, j'aime pas du tout les commentaires qui sont faits sur ce conflit parce qu'on dit n'importe quoi. On dit notamment, on oublie une chose, c'est que cette guerre se révèle extrêmement coûteuse pour la Russie, extrêmement coûteuse, comme d'ailleurs la guerre israélo-palestinienne est extrêmement coûteuse pour Israël. Hein. Vous savez que le déficit public en Israël, il est près de 10% aujourd'hui, ce qui est quelque chose, ça ferait plaisir à Monsieur le maire, hein, voir qu'il y a pire que lui. Bon. On pourrait ainsi montrer que cette guerre en Ukraine a été extrêmement coûteuse pour la Russie et très peu rémunératrice. Alors, le génie, parce que même le diable a du génie, le génie de Poutine, c'est d'avoir su convertir ses défaites militaires en victoires diplomatiques. Comment l'a-t-il fait? Grâce à la stupidité et à la cécité des Occidentaux. C'est-à-dire que les Occidentaux, face notamment, mais pas seulement au conflit russo-ukrainien, se sont cristallisés sur leur identité occidentale et se sont embastillés dans leur entre-soi à travers notamment la sublimation de l'OTAN, auquel sont entrés la Suède et la Finlande. Ce qui, du coup, a eu pour effet d'isoler l'Occident par rapport au reste du monde et donner une porte d'ouverture et d'oxygénation à la Russie qui a pu s'appuyer sur le Sud global
en disant, bah, regardez, je suis comme vous, je suis victime de cette OTAN qui menace tous les grands équilibres mondiaux. Et ça marche. Ça marche auprès de M. Ramaphosa, ça marche même auprès de M. Modi qui en même temps est extrêmement impliqué et dans le Quad et dans quantité de manœuvres diplomatiques avec l'Occident. Ça marche auprès de la plupart des diplomaties africaines, ça marche auprès de l'Iran qui n'a pas d'autre solution que c'est la seule porte de sortie qui lui reste, ça marche même auprès de Erdogan qui essaye de jouer les deux en même temps. Ça marche même auprès de Mohammed Ben Salman qui s'est rapproché de la Russie à ce moment-là. C'est extraordinaire de voir comment cette naïve cécité occidentale a donné une prime à la diplomatie poutinienne et lui a permis ainsi d'occulter le coût exorbitant de cette guerre. Mais au total, la guerre ne sert Poutine que comme instrument de rétablissement diplomatique, ce qui est quand même un instrument qui se révèle extraordinairement coûteux. Donc moi, personnellement, enfin, euh, j'ai pas eu Poutine au téléphone, hein. Il est toujours sur répondeur quand j'essaye de l'appeler, donc je ne sais pas ce qu'il a dans la tête, mais je suis persuadé que il cherche à tout prix une porte de sortie, mais surtout cette porte de sortie qui donnera l'illusion qu'il a été vainqueur d'un conflit dans lequel il a été défait. Bon, ce qui est quand même pas très facile. Mais du coup, je crois que j'ai une petite chance de vendre mes échantillons. Parce que l'art de la paix, c'est finalement ce qui est nouveau, hein, ce qui est nouveau dans l'histoire des relations internationales. C'est finalement la voie de puissance restaurée la plus sûre. Une dernière question avant d'ouvrir la possibilité aux amis qui sont là, poser les leurs. Euh, j'ai une question par rapport à l'impunité. On parle souvent de l'impunité, l'impunité des puissants, l'impunité de ceux qui violent le droit international, qui commettent des crimes. Ils sont parfois protégés par les plus puissants au niveau du Conseil de sécurité. On parle de l'impunité, de la nécessité de la combattre pour mettre fin à sa philosophie qui s'acharne et qui permet au conflit de se poursuivre, qui laisse certains sans limite. On le voit aujourd'hui avec Israël et Netanyahou. Est-ce que cette impunité-là, vous parlez surtout de diplomatie dans le livre, mais est-ce que cette impunité par rapport au système de la justice internationale, de la Cour pénale, de la Cour internationale de justice, des autres mécanismes, est-ce qu'elle est une nécessité, une base, comme les autres bases que vous évoquez, et comment cette impunité pourrait peut-être libérer de nouvelles dynamiques politiques dans les relations internationales? Parce que aujourd'hui, on voit mal comment on va pouvoir euh, présenter ou pouvoir gagner en justice contre des États ou des personnes, des groupes protégés par les membres du Conseil de sécurité et donc protégés par les plus puissants encore, qui, eux, peuvent être accusés des mêmes crimes, des mêmes violations et des mêmes... ouais, comment vous voyez cette question de l'impunité au sein de tout cela? Bah, vous avez donné la réponse avec la question. C'est-à-dire que la base de l'impunité, c'est le rapport de puissance. Et c'est une formidable inversion par rapport au droit normal. Dans le droit normal, la puissance n'existe que comme étant l'instrument sanctionnant tous ceux qui ont transgressé le droit. Au niveau international, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire la puissance est là pour garantir l'impunité aux délinquants ou aux criminels. C'est une formidable inversion. Et comme j'adore critiquer les gens, il y a quelqu'un que j'aime pas du tout, qui est Woodrow Wilson, qui est vraiment à l'origine de tout notre malheur. Quand on a compris avec la Première Guerre mondiale que on ne pouvait plus
assurer les grands équilibres internationaux sans institutions internationales, ce qui était d'ailleurs l'idée de Wilson. Wilson, c'était un prof de droit constitutionnel. Il disait, ben, si les sociétés, les nations ne tombent pas dans la guerre civile, c'est parce qu'il y a des institutions fortes pour les protéger. Donc il faut la même chose au niveau international. Seulement, et c'est la raison pour laquelle cet homme est infiniment responsable des malheurs qui nous arrivent aujourd'hui, Wilson a dit il y a une seule garantie possible pour les institutions internationales nouvelles, c'est la puissance. Et Lloyd George, qui était le Premier ministre présent à Versailles, quand il entendait Wilson, a immédiatement réagi en disant bah oui, vous voulez reconstituer le concert européen. Pour Lloyd George, la Société des Nations, c'est le concert européen 2.0, c'est-à-dire un équilibre de puissance. Nous y revoilà. Et c'est le propre de cet équilibre de puissance, c'est qu'il sera impitoyable avec les impuissants et qu'il sera ultra protectionniste avec les puissants. Et c'est comme ça que fonctionnent les institutions internationales. Et c'est pour ça que M. Netanyahou ne sera jamais traduit devant la Cour pénale internationale. C'est aussi pour ça que les arrêts de la Cour internationale de justice, et pas seulement les derniers, hein, l'arrêt sur les murs et toute l'histoire de la CIJ n'aboutira jamais. Sauf que, et il faut toujours trouver des raisons d'espérer, c'est que avec les moyens de communication modernes, euh, la CIJ et l'irrespect, la violation du droit international, ce n'est plus quelque chose de confidentiel. C'est quelque chose qui irrigue la conscience collective, comme dirait Durkheim, mon maître Durkheim. C'est-à-dire que de plus en plus, ça structure l'opinion publique internationale. Et encore une fois, il ne faut pas oublier que dans le conflit israélo-palestinien, les choses se sont inversées, que la Palestine a gagné la guerre de l'opinion publique internationale. Et elle l'a fait notamment parce que l'opinion publique internationale a découvert cette violation du droit et cette impuissance à corriger ces violations du droit. Et ça, je crois que ça crée des dynamiques sociales extrêmement importantes. Moi, je le vois bien avec mes étudiants à Sciences Po. Alors évidemment, à Sciences Po, les étudiants, c'est des islamo-gauchistes, c'est des wokistes, c'est des militants du Hamas, c'est des gens du Hezbollah qui ont rasé leur barbe juste le temps, effectivement, d'infiltrer la rue Saint-Guillaume, etc., etc. Mais je vois bien comment, vous savez, c'est formidable ce qui s'est passé sur les campus universitaires depuis un an. C'est quelque chose qui va marquer l'histoire, parce que c'est la prise en charge, non seulement par la société civile, mais par la nouvelle génération d'un conflit qui est vieux de 80 ans, hein, ou de presque 80 ans. Et derrière cela, il y a un concept qui va être le concept des relations internationales du troisième millénaire, qui est le concept d'identification. C'est-à-dire comment moi, qui suis extérieur à un conflit, je m'identifie à une cause. Et ça, il y a tout un mécanisme. Alors vous pouvez vous identifier parce que vous avez de la famille là-bas, parce que, comme moi, vous êtes un type bizarre, vous êtes un binational, etc. Bon, mais ces gens-là, de toute façon, on va leur retirer une des deux nationalités s'ils nous cassent les pieds, et, etc., etc. Mais il y a des... L'empathie, c'est pas seulement le lien personnel que vous avez avec une cause. Vous savez, je raconte toujours, j'ai dû le raconter déjà ici, mais je ne cesserai jamais de le raconter parce que pour moi, ça a été la grande révélation. Un jour où je voyais passer un cortège de gilets jaunes à Paris, tout d'un coup, j'ai vu une dame qui n'avait rien à voir avec le Proche-Orient, hein, qui portait un drapeau palestinien. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Je me précipite sur cette dame, je dis, mais pourquoi vous avez ce drapeau? Et elle me fait cette réponse qui est significative des nouvelles relations internationales. Elle me dit, bah, vous savez, de ce qu'on m'en a dit, ces gens-là, eux, ils sont comme nous, ils souffrent. C'est-à-dire cette empathie de la souffrance, ça crée quelque chose de profondément nouveau que nul ne peut arrêter. C'est-à-dire vous ne pouvez pas prendre un décret signé Retailleau, j'interdis l'empathie de la souffrance. Hein. C'est des choses qui courent tout seules. Et là, je pense que cette impunité, elle, elle a en quelque sorte été victime depuis quelques années de l'effondrement du mur qui séparait la société des systèmes politiques. Maintenant, vous devez vous montrer tel que vous êtes à tout le monde, et tout le monde vous juge. Merci infiniment pour tout cela. C'est
Comme le livre d'une densité et en même temps, comme je disais au début, c'est toujours accessible malgré la complexité des questions et des thématiques. Alors, pour vos questions, Madame, vous pouvez commencer. Derrière. Oui, Ah, pardon, pardon. c'est un monsieur, j'avais un masque pour des raisons médicales. Bonsoir tout le monde. Monsieur Badi, étant un lecteur assidu de vos livres, j'aimerais quand même avoir une question brûlante qu'on ne voit pas du tout dans les médias, ni dans une sorte de parole obligée, hein, dans les analyses. La guerre en Ukraine. En fait, on est passé d'une situation où la géopolitique de la dissuasion par la terreur continue à fonctionner. La Russie est un pays qui a la bombe atomique comme l'OTAN. Et pourtant, l'OTAN a choisi un élargissement, son propre élargissement, ce qui a créé, entre autres, les bases, en plus de Maïdan, donc d'un affrontement avec la Russie, tandis que la cohérence des politiques suivies jusque-là, c'était d'avoir un affrontement avec la Chine. Donc, première incohérence. Deuxième incohérence, le, la guerre est très, très coûteuse. Est-ce qu'on peut parler d'une cohérence qui favorise le complexe militaro-industriel? Donc, on voit qu'il y a des conflits, mais on peut vendre des armes avec ces conflits, etc., quitte à ce qu'il y ait donc des victimes civiles. Bien entendu, Monsieur Poutine serait passé aux guerres, même s'il n'y avait pas Maïdan, le coup d'État de Maïdan, même s'il n'y avait pas, il serait passé aux guerres. Il est dans une logique de rassembler les Russes de tout endroit. Ne voyez-vous pas dans ces instants-là, en plus de la guerre au Proche-Orient, où l'Amérique perd énormément d'argent sans résultat? Que direz-vous de cette incohérence de ces politiques-là? on est, on est quasiment sorti sur le plan symbolique de la logique de Hobbes, où quelqu'un il a des propres intérêts à défendre, et puis là, on est dans un paradoxe. Merci beaucoup, monsieur. Désolé pour la confusion. Vous préférez Oui, oui, parce répondre de qu'après on suite? oublie, D'accord, hein. ok. Euh, je crois qu'on est d'accord. On est d'accord. Tout le sens de ma démonstration et de mon livre, c'est de dire que l'idée de Hobbes, qui a marché pendant 3 siècles, elle a fonctionné, hein. C'est-à-dire, Hobbes n'est pas un provocateur ou un illuminé, tout ce que vous voulez. C'est quelqu'un qui est éminemment rationnel, qui a compris presque en direct ce que la naissance des États-nations modernes impliquait sur le plan enfin, sur le plan d'abord du jeu politique interne, puisque Hobbes s'intéresse d'abord au contrat social, au pacte social, et sur le plan des relations internationales. On est tout à fait d'accord. Alors, vous le dites très bien. Je crois que tout ce que les États-Unis ont concédé à Israël depuis, je crois, 1959, le chiffre que j'ai lu, c'est 256 milliards à peu près d'aides militaires, dont le retour sur investissement est non seulement nul, mais négatif. Parce qu'il a créé évidemment tout un tas d'imbroglios dans la région qui s'est retourné contre les États-Unis et qui conduit quand même à ce phénomène majeur qu'est un secrétaire d'État, M. Blinken en l'occurrence, qui va 11 fois au Proche-Orient depuis le début de la guerre et qui n'a rien, absolument rien obtenu. Et qu'est-ce qui fait que Blinken prend tant de somnifères en ce moment? C'est qu'il n'arrive pas à dormir à l'idée qu'il y ait une guerre totale au Proche-Orient et que cette guerre totale démontre l'incapacité des États-Unis d'avoir la main sur celle-ci. Et ça, c'est quand même, je crois, quelque chose d'extrêmement paradoxal, vous avez tout à fait raison, et qui, moi, m'incite à dire, mais il est temps de se tourner vers un autre narratif, qui est celui de la paix, dont on verra qu'il est beaucoup plus
productif. Hein. Alors, vous faisiez allusion à la Chine. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur la Chine, dont je reviens. Enfin, j'ai été passionné par ma dernière visite là, le mois dernier en Chine. Euh, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, les États-Unis n'arrêtent pas de vouer M. Xi Jinping aux gémonies. M. Xi Jinping qui n'est pas un saint, hein, qui n'est pas dans, malentendu entre nous, mais jamais les investissements américains en Chine n'ont été aussi importants. Vous savez que le pic des investissements américains en Chine, c'est sous Trump. Hein. Donc, qu'il n'aille pas nous raconter des sornettes. Hein. Et donc, euh, toute cette histoire qu'on nous raconte, il y a d'une part quelque chose de vrai, qui est la peur panique des États-Unis qui ont soudain découvert que la mondialisation jouait plus en faveur de la Chine que les États-Unis. Et ça a été l'origine du Trumpisme. C'est-à-dire à ce moment-là, on s'est mis à crier identitarisme, protectionnisme, souverainisme, racisme et tout ce que vous voulez. Bon, ça, c'est vrai. Mais en même temps, ce qui est tout à fait remarquable dans l'aventure chinoise, c'est qu'elle est garantie par la mondialisation et la Chine garante la mondialisation. La Chine a besoin de la mondialisation, a besoin de l'économie mondiale et donc a besoin d'une politique de paix. Alors, je ne veux pas vous dire que le nouveau Saint-Augustin de la planète, c'est Xi Jinping. Hein, c'est pas du tout comme ça que je pose le problème. Sauf que c'est quand même la diplomatie chinoise et même déjà en son temps Sun Tzu, rappelez-vous Sun Tzu, est l'homme qui disait la meilleure guerre, c'est celle que l'on gagne sans avoir à la mener. Et les Chinois ont compris que la guerre, c'était pas rentable. Alors, le complexe militaro-industriel, moi, quand j'étais étudiant, et les travaux de Wright Mills et tout ça, on en était complètement saturé, on y croyait, etc. Mais en fait, c'est marginal comme phénomène. Le vrai phénomène, c'est cette rationalité étatique qui pousse à la rivalité de puissance. C'est la rivalité de puissance. Et aujourd'hui, la rivalité de puissance, ça ne fonctionne plus. Ou quand ça fonctionne au détriment de tous les puissants. Hein. Euh, c'est parce que ça fait plus sérieux quand on dit les choses en anglais. Hein. J'explique ainsi que le power politics a comme substitut le weakness politics. C'est-à-dire que ah oui, ça aussi c'est en anglais, ça passe bien. Mais le soft power, ça n'a jamais marché. C'est une blague, le soft power. Le soft power, c'est l'invention de Joe Nye lorsque justement le hard power américain était pris un défaut au Vietnam. Donc il s'est dit, on va essayer le soft power. Ben, le soft power, vous savez, il y a des enquêtes extraordinaires qui montrent que les deux régions du monde, vous savez quelles sont les deux régions du monde qui adhèrent le plus au soft power américain? C'est en matière de consommation, de fréquentation des universités, enfin tout ce qui fait le soft power, c'est l'Amérique latine et le Moyen-Orient. Et quand vous faites un sondage pour savoir dans quelle région du monde la politique étrangère américaine est le plus massivement rejetée, c'est l'Amérique latine et le Moyen-Orient. C'est quand même marrant, ça. Il faut bien se marrer de temps en temps parce que la situation n'est pas drôle. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Merci Monsieur Badi, merci Ziad pour cet exposé. Je vous remercie en particulier d'avoir mis le doigt sur quelque chose qui m'habite, l'empathie de la souffrance. Ça, j'ai l'impression de me reconnaître dans ces termes. Et pour rebondir là-dessus, Ziad a mentionné la justice que vous pensez impossible ou voire exclue pour un certain nombre de dirigeants actuellement. Comment est-ce qu'on pardonne sans justice? Comment moi je vais pardonner? Comment un peuple, ou voire même à la maille individuelle, une famille qui a perdu, parce que c'est les petits gens finalement qui perdent le plus. Moi je ne sais pas comment on pardonne sans justice dans votre art de la paix. Attendez, hein, mon art de la paix, c'est pas la description de ce qui se fait aujourd'hui. Hein. L'art de la paix, c'est définir à quelles conditions un état de paix peut fonctionner. Hein. Donc, c'est un militantisme pour autre chose, une autre chose dont j'ai montré qu'elle n'était pas loin, qu'elle était immédiatement réalisable, mais qui n'est pas compatible avec l'ordre international actuel tel qu'il se fait. Alors, vous posez cette question du pardon. Alors, quand vous m'avez posé la question, j'ai eu un peu peur parce que je me suis dit, mais pardon, c'est un, un-
un mot du vocabulaire théologique et ça me met un petit peu mal à l'aise parce que je suis pas un théologien, mais je comprends ce que vous voulez dire, c'est-à-dire comment la victime peut être rassérénée. Euh, voilà, exactement. Et là, vous mettez le doigt, vous aussi, sur quelque chose que je tiens pour extrêmement important, c'est que tant que cette sérénité n'est pas retrouvée, la victime se trouve dans une situation d'humiliation, de frustration, et l'humiliation et la frustration, quand c'est pas soigné, ça donne la rage. Et la rage, ça donne le 7 octobre. Il faut comprendre cet enchaînement. Je ne porte aucun jugement éthique sur la chose. C'est un jugement empirique. Je vois les choses se faire. Je vois quelqu'un qui est humilié pendant toute sa vie, hein, un Palestinien, s'il est né après 47, c'est toute sa vie, enfin, ou 48, c'est toute sa vie qui est en cause, et il y en a plus beaucoup qui sont nés avant et qui se souviennent en tous les cas de ce qui était avant. Bon, donc il faut comprendre cette mutation de l'esprit humain vers la rage, qu'on trouve dans le cas palestinien, mais qu'on a trouvé dans les guerres de décolonisation également, que l'on trouve dans l'histoire chinoise aussi, de ce passé d'humiliation extrêmement fort, et que l'on trouve finalement dans beaucoup, beaucoup d'histoires. Si on ne soigne pas l'humiliation, vous savez, il y a 10 ans, j'ai fait un bouquin sur l'humiliation parce que j'étais absolument convaincu, et je le reste plus que jamais, que l'humiliation est un paramètre essentiel des relations internationales. Et c'est probablement le facteur le plus belligène. Et c'est celui qui débouche sur la violence la plus aveugle, la plus insupportable. Mais, et c'est toujours la même chose, j'espère que Manuel Valls n'est pas là, caché quelque part à quatre pattes. Quand je dis ça, on me dit, mais tu veux excuser la violence. Mais moi, mon boulot, il n'est pas là. Moi, mon boulot, c'est un peu comme le médecin qui essaye de comprendre la progression d'une maladie. Vous n'allez pas accuser un médecin d'excuser le cancer sous prétexte qu'il essaye de comprendre comment ça se passe. C'est exactement la même chose. Moi, mon souhait le plus ardent, c'est que ces rages s'éteignent, parce que de la rage, il ne peut jamais sortir du bien. Jamais, par définition, il ne peut jamais sortir du bien. Bon, mais quand vous me dites comment peut-on pardonner et que j'ai transcrit par comment peut-on se rasséréner, eh bien, je dis que l'on ne le peut pas. Justement, on ne le peut pas. Et moi, il y a un terrain que j'aime beaucoup parcourir parce qu'il est plein, plein de leçons, qui est l'Afrique subsaharienne. Et quand vous parlez à des jeunes Africains de 20 ans, les étudiants que j'ai en amphi à Conakry, à Ouagadougou, à N'Djamena, à Bangui, enfin dans tout l'Abidjan, Dakar, où j'ai eu l'occasion d'aller enseigner, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire, c'est une jeunesse doublement frustrée. C'est une jeunesse qui n'a pas connu la colonisation, mais qui s'est aperçue que la post-colonisation portait les mêmes mots, MAUX, hein, et MOTS peut-être aussi d'ailleurs, et que donc il était absolument important de se réapproprier l'histoire. Et moi j'ai vu chez cette jeunesse africaine que ce sentiment d'être dépossédé de sa propre histoire, hein, jusqu'à ce que des imbéciles aillent dire que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. C'est vraiment les choses, c'est du racisme pur et simple. Mais indépendamment de cela, euh, le fait d'être dépossédé de sa propre histoire conduit véritablement à une rage qui est terriblement belligène et qui amène des jeunes de 20 ans intelligents, sensibles, sympathiques, à aller jusqu'à la bêtise de brandir un drapeau russe comme symbole de liberté. Il y a aussi la librairie, donc il faudrait laisser un peu de temps pour la signature. Oui, alors, il y a, je vois, deux questions encore. Suzanne et Raphaël. Oui, je voudrais revenir sur la question de l'impact des sociétés sur les relations internationales. Je suis libanaise, donc je n'ai pas le privilège de vivre dans ce monde occidental où il y a une opinion publique libre. Mais il me semble que si on observe les dernières 20 années,
cette opinion publique a un impact zéro sur la politique étrangère. Quand je pense aux immenses démonstrations qu'il y a eu, manifestations qu'il y a eu contre la guerre contre l'Irak, en Amérique, aux États-Unis, en Allemagne, des manifestations massives. Et la guerre a quand même eu lieu. Et maintenant, avec la guerre contre Gaza, est-ce que ça impacte, est-ce que ça a une influence quelconque sur les politiques étrangères? Alors, pardon, madame, mais vous vous trompez complètement. Vous vous trompez complètement parce que nous ne sommes plus au 19e siècle. Nous ne sommes même plus au 20e siècle. J'avais reçu une fois dans mon séminaire à Sciences Po un ancien ministre des Affaires étrangères que je ne nommerai pas, qui me disait, un peu comme vous venez de le dire, permettre à l'opinion publique d'entrer dans le jeu diplomatique, c'est comme si un chirurgien laissait la famille d'un malade entrer en salle d'opération. Bon, ça ne marche pas du tout. L'appropriation sociale de la diplomatie, de la conflictualité, des politiques étrangères, c'est quelque chose d'absolument faramineux. C'est quelque chose qui a complètement révolutionné la superpuissance américaine, ne serait-ce que dans le conflit israélo-palestinien. Pourquoi croyez-vous que M. Biden et accessoirement Mme Harris ont dû pendant 10 mois ânonner des propos anti-Netanyahou? Alors, évidemment, ils ont continué à livrer des armes, à financer ce conflit et en être véritablement responsables. Mais quel changement dans la politique étrangère américaine! Quelle conscientisation dans la société américaine! Les campus ont fait frémir tout le monde. Et pourquoi croyez-vous qu'on utilise des moyens répressifs aussi violents, hein, tels qu'on les a utilisés même à Sciences Po Paris, contre des étudiants qui simplement s'indignaient devant tant de souffrance et de tant de violence? C'est parce que c'était perçu comme une menace. Alors, vous avez raison de faire référence au conflit irakien, mais il faut savoir interpréter la chose et l'analyser. Il y a eu le 15 février 2003, au moment du débat au Conseil de sécurité, la plus grande manifestation au monde que le monde n'ait jamais connue. 15 millions de personnes dans la rue. 15 millions de personnes, si vous additionnez. Moi, j'étais en vacances à Saint-Domingue, j'ai défilé en caleçon de bain dans les rues de Saint-Domingue avec des touristes américains, anglais, britanniques, allemands, etc., etc. Mais du coup, Bush a perdu la guerre d'Irak. Il l'a perdue parce que l'opinion publique ne la soutenait pas. Et ça a été une des plus grandes déconfitures de l'histoire américaine. Il l'a perdue, non pas en cela qu'il n'a pas réussi à pendre M. Saddam Hussein, ça c'est le jeu de puissance. Le jeu de puissance, effectivement, vous avez raison, il peut se faire tout à fait indépendamment des pressions de l'opinion publique. On peut toujours pendre un dictateur, ça a marché. Mais le résultat a été un véritable désastre. Un véritable désastre. Et si Poutine a été battu en Ukraine, c'est à cause de la résilience sociale. C'est un peu, je suis d'accord, les armes qui lui ont été livrées par l'Occident, plus que par l'OTAN, parce que l'OTAN n'a rien fait hein, dans le conflit. C'est toujours du bilatéral qui a fonctionné. Mais c'est surtout parce qu'il y avait une formidable résilience, une résistance sociale absolument incroyable. Et pourquoi croyez-vous que la décolonisation a réussi? Vous croyez que c'est uniquement le jeu interétatique? Mais il n'y a pas d'État. Ceux qui ont gagné, ce n'étaient pas des États. C'était des gens comme vous, comme nous, et qui soit se sont battus, soit ont aidé ceux qui se sont battus. Et moi, je suis extrêmement marqué par cette guerre d'Algérie, parce que j'ai eu à en souffrir à titre personnel, hein, puisque comme j'étais un binational impur, ben, mes camarades de classe me considéraient comme un bigot, comme ils m'appelaient, comme ils aimaient m'appeler, et donc j'ai senti une empathie naturelle avec cette guerre, mais cette guerre était une guerre sociale. Et pourquoi les Américains étaient battus au Vietnam? Parce que la guerre du Vietnam était une guerre sociale. C'est la fameuse théorie de Mao Tse-tung du combattant qui est comme un poisson dans l'eau. Bah, l'eau, c'est la société, et c'est l'eau qui a nourri le poisson. Et j'aimerais savoir où et quelle diplomatie a pu fonctionner de manière autonome et triomphante contre son public. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais on est
tellement, on nous bourre tellement le mou avec cette idée de rapport de puissance, de rapport de force, de machin et de trucs, et de tous ces généraux qui s'expriment sur les chaînes où d'autres n'ont pas le droit de s'exprimer, hein, qu'on finit par croire, bah, effectivement, on est là les spectateurs d'un film. Mais c'est nous qui en écrivons le scénario. Dernière question, Abdelmottaleb. Et après, vous êtes toutes et tous invités. Yves. Ah, il y a des questions en ligne. Ah, oui, 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 oui. Bonsoir. Premièrement, je n'ai pas lu le livre, mais le titre semble très intéressant. Monsieur Badi, il appelle l'art de la paix comme la paix humaine. Ma question, comment allons-nous parvenir à cette paix dans un monde plein de racisme, et haine et injustice? Par exemple, dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup de petites guerres entre des citoyens du même pays. Je reviens du Brésil, je vis dans le gouvernement Bolsonaro où les extrêmes droites, une fake news fait une guerre entre les mêmes citoyens dans les favelas et dans l'Amazone. Il y a beaucoup d'injustices euh, climatiques et euh, comment, du peuple entre le blanche et le nègre. Comment? Bah, comment? Bah, vous vous mobilisez, vous bougez, vous vous exprimez. Bah oui, mais toute l'histoire a été faite comme ça, cher monsieur. Tous les progrès dans l'histoire de l'humanité ont été faits par les dynamiques sociales. Je ne connais pas d'autres solutions. Si effectivement on continue à être passif en disant des affaires internationales, on n'y peut rien, ça ne nous intéresse pas, ça ne nous regarde pas, etc., là je crains qu'effectivement on ait du mal à s'en sortir. Mais si on enfonce les portes, eh bien, on réussit et on gagne. Les révolutions, elles se sont faites comme ça, mais sans qu'il y ait même révolution. Encore une fois, non, attendez, j'ai pas fini. Encore une fois, la décolonisation, comment elle s'est faite? Comment elle s'est faite? Vous dites le racisme, il n'y avait pas plus raciste que le pouvoir colonial. Il n'y a plus une colonie qui existe dans le monde, enfin à part la Kanaki et tout ce qu'on nous montre à la météo sur France 2, toutes ces îles où on nous explique le temps qu'il fera demain. Bon, mais 95% des terres colonisées ont été décolonisées. Pourquoi? Pourquoi la question palestinienne n'a jamais été éradiquée ou neutralisée par 75 ans, 76 ans de pouvoir israélien? Pourquoi? Bah, parce qu'il y a eu une mobilisation sociale. Pourquoi et comment l'Afrique du Sud est sortie de l'apartheid? Parce qu'il y a eu une mobilisation sociale. Pourquoi les Noirs américains ont réussi à obtenir du droit? Parce qu'il y a eu une mobilisation sociale. Moi, je suis sidéré que vous vous étonniez ou que vous ayez même esquissé un sourire quand j'ai dit ça. C'est l'histoire humaine. Et si vous n'adhérez pas à ça, c'est que vous n'êtes pas un humain. C'est tout. La justice, c'est dans les mains de qui fait l'injustice. Évidemment, si vous acceptez. Non, il n'accepte pas. Et juste aussi une petite clarification, l'usage du terme commençant par la lettre N, c'est une traduction de ce qui se dit en portugais et en espagnol pour qualifier la couleur noire, et ce n'a aucune, évidemment, connotation raciste détestable, juste pour clarifier. Il y a des questions en ligne? 4 questions, on ne va pas tous les prendre, je pense, mais je vais vous en lire au moins deux. Une première de Denis Hérocal qui pose la question suivante. En parlant d'impunité, pensez-vous que le climat de conflit actuel va donner un grand essor à la nucléarisation davantage de puissances comme l'Iran, la Turquie, etc. Et est-ce que ce risque pourrait inspirer les puissances nucléaires actuelles de repenser les choses
Et une autre question, plutôt en lien avec l'élection de Donald Trump. Est-ce que vous pensez que la guerre à Gaza, au Liban, en Ukraine va finir après l'élection de Trump? Peut-être élargir vers l'Iran, ça serait bien aussi. Oui, d'abord, j'ai jamais écrit d'horoscope, hein, et je suis pas une pythonisse, hein, donc je sais pas. Euh, c'est pas une question scientifique de dire qu'est-ce qui va se passer. J'en sais rien. Et quel temps il fera à Noël, hein, bon, j'en sais rien. Euh, mais euh, sur le nucléaire. Il faut voir quand même que la fameuse prolifération, alors c'est tout un autre débat qui est quand même un peu extérieur à notre sujet, la prolifération a changé de nature. C'est-à-dire la prolifération, elle devient de plus en plus politique et de moins en moins stratégique. C'est-à-dire l'acquisition de l'arme nucléaire par l'Iran, elle n'est pas stratégique. C'est-à-dire que l'Iran sait très bien qu'elle ne peut pas utiliser l'arme nucléaire contre Israël. Comme disait déjà Chirac en son temps, alors qu'il était président, l'Iran utilisait l'arme nucléaire contre Israël, en un quart d'heure, Téhéran serait détruit. Et tout le monde le sait en Iran. Donc c'est un faux sujet. Pourquoi maintenant des États, depuis la Corée du Nord jusqu'à l'Iran et bien d'autres pays dont on parle moins, cherchent à avoir l'arme nucléaire? C'est pour exister. C'est pour exister comme puissance régionale. Et Kim Jong-un, qui lui n'a peur de rien, veut même exister comme puissance mondiale. C'est un marqueur politique beaucoup plus que euh, euh, qu'un instrument stratégique. Alors, si on veut élargir à la question de l'Iran, je pense que on oublie toujours que l'Iran a une rationalité étatique. La rationalité étatique, c'est d'abord une rationalité de régime, c'est-à-dire ce régime qui est très menacé par une contestation sociale assez forte, ne veut surtout pas d'occasion supplémentaire pour se déstabiliser. C'est la raison pour laquelle l'Iran ne veut pas d'une guerre régionale dans laquelle il serait impliqué, et que paradoxalement, il n'y a dans le conjoncture actuelle pas de position plus proche que la position de l'Iran et des États-Unis sur le sujet. Les États-Unis ont une peur bleue d'une guerre totale au Proche-Orient parce qu'ils ont peur de démontrer qu'ils n'ont aucune capacité de contrôler un tel conflit, et l'Iran ne veut pas parce qu'il sait tout ce qu'il aurait à perdre. Voilà à peu près où on en est. L'autre question, c'était... Bah, c'était celle-là. Bah, donnez les deux autres parce que je veux frustrer personne des questions. Bah non, mais c'est quand même la moindre des courtoisies, hein. Les deux autres questions ont été posées en anglais, donc je vais essayer de les traduire. Donc, quelles seraient les conséquences des actions israéliennes à Gaza et au Liban avec le soutien des politiques américaines sur la scène internationale? Donc, est-ce que vous pensez que les acteurs non étatiques seront renforcés à la fois en termes de soutien populaire et aussi en termes de capacité militaire suite à la guerre ou suite aux guerres à Gaza et au Liban? Donc ça, c'est une question. Et l'autre question du même spectateur, toujours en anglais, était comment analysez-vous les attaques du gouvernement israélien contre les infrastructures civiles et contre les civils à la fois à Gaza et au Liban, soutenues par les alliés états-uniens? Est-ce que nous sommes dans une ère de brutalité et de destruction avec de l'impunité? Bon, petite question, hein. Mais je crois qu'il y a deux, trois choses qu'il faut bien mettre en perspective. La première, c'est il y a une culture politique de la puissance en Israël qui va bien au-delà du gouvernement Netanyahou et qui considère que seul l'usage de la force peut garantir la sécurité de l'État d'Israël. Et que donc, il n'y a pas d'autre réponse qu'une escalade dans l'usage de la force et de la puissance pour neutraliser, entre guillemets, les adversaires. Donc la logique, elle est là. C'est une logique de puissance totalement irrationnelle, puisque, entre-temps, ils n'ont pas lu mon bouquin, hein, la puissance est devenue impuissante, hein. Je vais peut-être l'envoyer à Netanyahou pour qu'il comprenne la chose, hein. Ça, c'est un premier élément.
Deuxièmement, je pense qu'il y a un désir stratégique de guerre totale depuis Israël. C'est-à-dire qu'Israël considère que la guerre totale jouerait à son profit et au détriment de tous les autres. Et troisième élément, et on le voit tout récemment et encore avec les incidents aujourd'hui qui ont opposé le gouvernement israélien à des gendarmes français, il y a vraiment une tactique et peut-être même une stratégie de la provocation qui consiste effectivement à afficher, de démontrer sa force jusqu'à pousser l'autre à la force pour justifier une escalade dans l'usage de la force. Et tout ça est effectivement extrêmement dangereux et extrêmement préoccupant, hein, comme diraient les diplomates. Et sur les acteurs non étatiques, bah oui, c'est peut-être le fin mot de l'histoire. C'est-à-dire, plus on tape sur un acteur non étatique, plus on le renforce. Ça, je veux dire, le Viet Minh en a été la preuve, le FLN en a été la preuve, toutes les organisations palestiniennes ont été la preuve. Et puis alors surtout, cette idée que en tuant les chefs, on règle le problème, mais l'histoire a montré que c'était totalement faux. On a assassiné Cheikh Yassine. Quel a été le résultat de l'assassinat de Cheikh Yassine, hein? Plus personne ne se souvient même de cet événement. Et le président Emmanuel Macron, le jour où a été assassiné Yahya Sinwar, a dit c'est un tournant dans la guerre. Mais quel tournant? Vous l'avez vu le tournant, hein? Bon. Et même chose pour Hassan Nasrallah, même chose pour Essamel Haniyeh, et on pourrait continuer, Qassem Soleimani et tout. C'est-à-dire que l'assassinat d'un leader, c'est de la com. Ça, c'est un effet sur l'opinion publique. Vous avez vu sur les plages d'Israël les gens applaudir lorsque les haut-parleurs ont annoncé ces assassinats. Mais sur le plan stratégique, non seulement ça n'a qu'un effet, et si ça a un effet, ça a un effet de renforcement de ces acteurs non étatiques. Merci beaucoup, Bertrand Badi, pour cette séance dense, riche, et merci à vous toutes et tous. Merci Isabelle, merci Salam, merci au CAREP qui permet toujours des dialogues, des échanges et cet espace devenu non seulement important, mais même les espaces qui lui ressemblent sont rares aujourd'hui. Donc, vous êtes invités à la signature du livre pour ceux et celles qui souhaitent l'avoir et surtout avoir la signature Bertrand Badi. C'est gratuit. Merci.